La première chose, c'est de dire la vérité. Voilà, c'est tout simple. Il faut dire la vérité. Ça, c'est la première des choses. Quelles que soient les conséquences, hein, si on laisse des plumes, on laisse des plumes. Quelles que soient, voilà, quoi qu'il en coûte. La République est l'anti-France. Voilà, c'est une secte qui dirige ce système politique depuis 1789, précisément depuis 1792, voilà, et qu'elle est née dans le sang, sur l'échafaud. Bon, voilà, c'est ça la vérité. En l'occurrence, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Nicolas Dupont-Aignan, cette question-là met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu personne se prononcer contre l'abrogation de la loi Veil, qui pourtant est une évidence, surtout quand on prétend lutter contre le grand remplacement. Or, je suis désolé, il n'y a pas à demander l'avis du plus grand nombre. Hein, je vous rappelle qu'il y a maintenant 2 millénaires, on a demandé l'avis du plus grand nombre pour Jésus-Christ et Barabbas. On a vu ce que ça a donné. Il a un discours identitaire, voilà, il nous dit qu'il va sauver la France de l'islamisme. Bon, quand on sait en fait l'État islamique, qui c'est qu'il y a derrière, bon, ce projet. Qu'il est contre le Christ. Et oui, qu'il est contre le Christ, etc. Bon, on voit en matière de politique étrangère aussi ses positionnements. Bon, il est contre le Christ, bien sûr, il ne désapprouve pas la laïcité. Il veut ni revenir sur la loi Taubira, ni sur la loi Veil. En fait, il ne revient sur rien, quoi. Voilà. Et moi, j'aurais aimé que Marine Le Pen passe. Au moins, on aurait vu que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, et que c'est la même chose qu'avec Macron. D'ailleurs, on l'a vu lorsqu'il y a eu le premier confinement. Elle était sur la même, elle prenait exactement les mêmes positions qu'Emmanuel Macron. Pour le masque, pour le pass sanitaire, même le pass vaccinal, pour le confinement. On voit qu'elle se couche absolument sur tout. À côté de ça, la comparaison quand même frappante avec Emmanuel Macron, qui lui est très impopulaire, qui dès qu'il sort de chez lui, soit il se prend une gifle, soit il se prend des tomates, et qui fait des meetings devant quelques centaines de personnes où la salle est vide. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais annoncé, avec 2 blocs qui vont s'affronter, le monde qui se divise en 2, et un bloc eurasien basé depuis Moscou, et la future destruction de la zone euro, sous tutelle des États-Unis d'Amérique et de l'axe donc américano-sioniste. Le grand perdant de la guerre mondiale qui vient, ça sera nous. Ça sera l'Europe. Ou même carrément sur notre propre sol, qu'on se prenne en fait des obus sur la tête. C'est-à-dire que ce qui se passe en Palestine depuis des décennies, c'est peut-être ce qui nous arrivera demain, on ne sait pas. Quand il y a eu cette intervention de la Russie après 8 ans d'agression de l'Ukraine à la frontière dans le Donbass, depuis février 2014, hein, depuis le coup d'État de Maïdan, hein, il y a ça. Et donc là, ça serait soi-disant la Russie qui déclenche la guerre mondiale. Eh bien, on a pu s'apercevoir que tous les collabos avaient pour point commun de prendre parti pour Zelensky et de diaboliser la Russie de Poutine. Joël Nivernet, bonjour. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour le compte de l'association Culture Populaire. On est très très heureux de vous recevoir. C'est réciproque, oui. C'est gentil à vous. On est là pour faire le tour de votre actualité. Alors on est là dans le cadre d'une émission qu'on a intitulée Face à l'assaut. Donc vous êtes face aux membres de l'association Culture Populaire ainsi que leurs amis et leurs invités qui vont se faire un plaisir de discuter avec vous de manière beaucoup plus informelle que dans le cadre d'une conférence. On va balayer plusieurs sujets. On va parler évidemment de la crise dans l'Église, hein, puisque ce sont les thèmes principaux de vos derniers ouvrages que mon collègue et camarade Marc va détailler juste après. On va parler également du phénomène Zemmour. Je lance une piste comme ça, on détaillera pourquoi on va en parler exactement. Plus précisément, c'est pourquoi tant de catholiques sont attirés par ce phénomène. On va parler également de la guerre en Ukraine et du nouvel ordre mondial. Et
également, peut-être en fin de conversation, discuter sur des choses un peu plus personnelles vous concernant. Et on sera ravis d'échanger avec vous. Alors je vais passer la parole à mon camarade Marc pour mener cette interview. Merci. Yoann Ivernette, je vais rappeler brièvement votre parcours. Vous êtes essayiste, vous avez donné de multiples conférences en France depuis une dizaine d'années. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le premier s'intitulait Round affectif, déjà en 2007, suivi de Le dissident révolté en 2009, Deux cris dans la nuit en 2011. À la suite de ces trois publications en 2012, vous avez publié Synthèse du mouvement révolutionnaire mondial. Et ce livre a été suivi en 2014 du complot contre Dieu. Votre dernier ouvrage s'intitule, j'oubliais, La franc-maçonnerie 300 ans d'imposture en 2017. Et le dernier livre que vous avez publié s'intitule Une loge maçonnique dirige le Vatican en 2018. Toute première question, votre dernier livre retrace 60 ans de crise dans l'Église. Quel est l'élément, c'est-à-dire le point central le plus important de cette crise qui constitue votre livre? Alors le dernier concile, puisqu'on est toujours dans l'église du dernier concile, et donc il s'agit bien sûr de Vatican II, qui est le cœur du problème, puisque tout découle de ce concile, qui est en fait un concile hérétique, qu'on pourrait même qualifier de conciliabule. Donc pour rappel, Vatican II, c'est, comme l'avait déclaré le cardinal Suenens, 1789 dans l'église. Donc il y a vraiment opéré une subversion dans l'église romaine dans les années 60. Ça avait commencé en 1962, ça s'était conclu en 1965. Ce sont les faux principes issus de 1789 qui ont été appliqués dans Vatican II, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, à travers des textes fondamentaux que sont, entre autres, Dignitatis Humanae, Lumen Gentium et surtout Nostra Aetate, que l'on doit au cardinal Béat, et qui prône l'œcuménisme indifférentiste. Donc tous ces faux principes avaient été autrefois condamnés par l'Église dans le syllabus, mais aussi dans des encycliques de pape. Donc ça a été tout l'objet de mon dernier livre en 2018, de retracer 60 ans de crise dans l'Église romaine, c'est-à-dire depuis la mort du pape Pie XII en 1958. Voilà. Et donc de bien se rendre compte que l'Église conciliaire, en fait, n'est pas l'Église catholique, on peut même la considérer comme la secte conciliaire, hein. Et nous sommes orphelins d'autorité, c'est-à-dire que nous n'avons pas des papes en face de nous, hein. Dès le premier, Jean XXIII était un franc-maçon qui avait été initié maçon en 1940 à Istanbul, qui était un Rose-Croix. Jean XXIII, ceux qui ont suivi étaient soit francs-maçons, soit en tout cas très liés à la maçonnerie, jusqu'au dernier François Bergoglio, l'Argentin, dont on sait qu'il a été affilié au Rotary argentin, il y a même le document sur mon propre site internet, et aussi par un membre du service de renseignement du Vatican en Argentine, qu'il avait déclaré publiquement, et cela n'a pas été réfuté. Nous avons certainement donc affaire à un franc-maçon qui est un ami des rabbins, qui est un ami de tout ce qui n'est pas catholique, et qui est l'ennemi des catholiques de tradition, qui est un blasphémateur, qui est un hérétique notoire. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Donc voilà, il y a eu tout un processus, mais ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'à la base, il y a eu Vatican II, et que tout ce qui a suivi est dans cet esprit de Vatican II, et dans l'enseignement d'une fausse religion qui n'est plus le catholicisme. Et donc, c'était important, en fait, de transmettre toutes ces informations pour que les gens prennent conscience de ça, et prennent les actes qui suivent, c'est-à-dire ne plus être les fidèles de cette fausse église, tout simplement, quoi. Bien prendre en considération qu'on est orphelin d'autorité et qu'il nous faut demeurer catholique, nous, à notre niveau, malgré cette absence d'autorité sur le Saint-Siège, puisque nous avons affaire à un usurpateur du Saint-Siège et un imposteur qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Voilà, ça a été l'objet de mon dernier bouquin, qui est quand même sorti maintenant il y a plusieurs années, comme je disais, le 19 septembre 2018. Donc il y a un petit clin d'œil au message de la Salette, qui est tout à fait d'actualité d'ailleurs quand on lit le bouquin. Alors en parlant de clin d'œil, je voudrais vous poser une seconde question. Le public bien sûr pourra intervenir.
très récemment, le 25 mars dernier, François Bergoglio a annoncé la sous-consécration de la Russie et de l'Ukraine à la basilique Saint-Pierre. Qu'en pensez-vous? Alors, c'était soi-disant au nom de la paix en Ukraine, alors que là, on est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, et on se demande bien d'ailleurs comment un Bergoglio pourrait ramener la paix dans cet endroit du monde aujourd'hui. Alors, selon moi, il s'agit d'un effet d'annonce. Voilà. Selon moi, il a essayé de gagner en crédibilité auprès d'une communauté catholique qui lui tourne de plus en plus le dos, d'ailleurs, Bergoglio. Voilà, il y avait quelques milliers de personnes, je crois 3500 sur la place Saint-Pierre. Mais la première chose, c'est que cette personne se convertisse d'ailleurs, d'abord, parce que je rappelle qu'il n'est même pas prêtre. Donc déjà qu'il n'est pas pape, il n'est même pas prêtre. C'est-à-dire qu'il a été ordonné prêtre en 1969 avec le nouveau rituel de Paul VI, qui est plus que douteux. Donc déjà, il n'est même pas prêtre. Donc le problème est énorme et à vue humaine, il ne peut pas se résoudre, puisque même si Bergoglio se convertissait, parce que cette idée, on la retrouve très souvent dans les milieux de la tradition, que Bergoglio doit se convertir pour qu'on ait un vrai pape. Mais non, puisqu'il n'est même pas prêtre à la base. C'est-à-dire que si demain Bergoglio se convertit, il n'en prend pas trop le chemin, d'après tout ce qu'on peut voir, il serait simplement catholique. Voilà, il serait simplement un catholique. Et cela va plus loin, notamment avec la collégialité, puisque le collège des cardinaux est infecté par la contre-église. Il est sous l'emprise. La contre-église, c'est-à-dire la franc-maçonnerie synagogue de Satan, a la main mise sur l'église conciliaire depuis des décennies. Il n'y a qu'à voir les listes de francs-maçons ecclésiastiques dans les années 70 sous Paul VI, notamment je pense à Il Borghese, et aussi à la liste Pecorelli de 1978, où on peut s'apercevoir que les principaux protagonistes étaient en fait des francs-maçons, quoi. De la Superloge Ecclesia, par exemple. Alors, ce qui est intéressant dans l'introduction de mon livre, c'est que je dis qu'il y a une loge, il pourrait y en avoir plusieurs. Et entre-temps, ces dernières années, nous avons appris qu'il y avait, par Henri Barbier, que je salue, qu'il y avait en fait 4 loges qui dirigent la secte conciliaire. Voilà. La loge Saint-Jean de Jérusalem, la loge Rampolla aussi, voilà. La Superloge Ecclesia, et une autre dont on ne connaît pas le nom. Je crois qu'il s'agirait de la Grande Loge du Vatican. Donc la franc-maçonnerie a la main mise sur cette secte conciliaire, et du conclave, avec une réunion donc des cardinaux, c'est très compliqué pour qu'ils puissent se dégager une autorité légitime, puisque on a affaire à des francs-maçons ecclésiastiques. Nous, on est entre initiés ici, donc, mais par rapport à notre public qui nous suit sur nos chaînes, pour schématiser, parce que j'imagine que le sujet est lourd, mais qu'est-ce qui a changé à partir de Vatican II, exactement? Alors, tout a changé. Au niveau liturgique, à tous les niveaux, la messe, il y a la nouvelle messe donc, de Bunini, Annibale Bunini, franc-maçon, qui faisait partie de la liste dont je parlais, Pecorelli. Donc messe validée ensuite par Paul VI, c'est l'attaque du sacerdoce, avec donc ce nouveau rituel d'ordination, c'est-à-dire qu'en face on croit avoir des prêtres qui n'en sont pas, quoi, voilà. C'est le lobby LGBT qui a ses quartiers, ce sont les rabbins qui rencontrent régulièrement donc le prétendu pape, le tutoiement de Dieu, donc c'est cette nouvelle messe en français qui est complètement dénaturé et qu'il faut suivre. Voilà. Donc forcément, après avoir fait ce constat, on ne peut y rester et on ne peut que s'orienter vers la tradition si on est un Français de confession catholique. Ça me paraît évident. Il n'y a pas eu en plus un aggiornamento sur le relationnel avec le... Alors, oui, bien sûr, c'est Nostra Aetate, la considération des autres religions et particulièrement du judaïsme. On peut se sauver dans toutes les autres religions, et donc les fausses, puisque je rappelle qu'il n'y a qu'une vérité. Donc s'il n'y a qu'une vérité, il ne peut y avoir qu'une seule vraie religion. Et donc quand on est catholique, c'est la religion catholique. Et donc là, ce texte fondamental prône le salut
par toutes les religions. Dès l'instant qu'on est un bon protestant, on se sauve, on est un bon musulman, on se sauve, on est un bon juif, etc. Voilà. Et cela est le produit, bien sûr, des loges, et particulièrement du Bnei Brit, auquel le cardinal Béat, de son vrai nom, Béar, était lié, donc judo-maçonnerie du Bnei Brit, qui avait été fondée à New York en 1843, où il faut être exclusivement juif pour en faire partie, et dont Attali et consorts aussi en font partie, et qui est le service de renseignement de la maison Rothschild. Donc c'est ce genre de loge, c'est ce genre de lobby qui ont agi de l'intérieur par Béat, et de l'extérieur, j'explique dans le bouquin, par un historien comme Jules Isaac, qui lui aussi en faisait partie. Voilà. Le tout, bien sûr, en lien avec des rabbins. Voilà. En fait, il y a une origine rabbinique, clairement, de Vatican II. Et ça a produit quoi? Ben, ça a produit, en fait, une fausse religion, qui se prétend catholique, mais qui est en fait néo-protestante, on va dire. Depuis les années 60 à Rome. N'hésitez pas, les autres, à rebondir, je t'en prie. Une des questions qu'on a dans la tradition, c'est est-ce qu'il y a eu des documents dogmatiques, est-ce que les papes de Vatican II ont fait usage de l'infaillibilité papale? Alors il y a ce dont je viens de parler à l'instant, quand je disais liberté, égalité, fraternité. C'était la réponse est en fait dans mes propos il y a quelques minutes. Donc Vatican II, c'est finalement la première salle, parce que la seconde, ça ne serait pas la laïcité en France? Alors là, c'est au niveau politique avec 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Ce que Dieu a uni, l'humain ne doit pas le séparer. Or là, c'est ce qui s'est produit en 1905. Laïcité, qui est la religion officieuse des francs-maçons, ça a été avoué par Vincent Payon. Donc ça, c'est dans mon livre sur la maçonnerie, peut-être aussi dans le complot contre Dieu. Depuis ce qu'il appelle le Premier Empire, c'est-à-dire depuis la Troisième République, qui fut, on l'appelait la République, puisqu'elle était la première à durer, sous la dictature anticléricale du talmudo-kabbaliste franc-maçon Léon Gambetta. Voilà. Et cette même laïcité avait été bien sûr réfutée par Saint Pie X. C'était dans son encyclique de tête Vem Internos. Voilà. Donc on peut s'apercevoir que tout ce qui est produit par les loges avait été auparavant désapprouvé par la papauté de ces derniers siècles. Mira Rivos, je parlais, bon voilà, là, Intermos. Il y a le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui est aussi désapprouvé par la suite, avec cette laïcisation des États approuvé par Jean-Paul II, Karol Wojtyla dans les années 80. Je suis désolé, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est un dogme de foi, notamment avec l'encyclique Quas Primas. Donc il y a vraiment un avant et un après, Vatican II, et de vraiment faire la comparaison entre ce qui a été mis en place et auparavant ce que la tradition a enseigné. Tradition catholique qui signifie ce que l'Église a toujours cru et enseigné depuis les apôtres. Si on vous comprend bien, les papes qui ont en quelque sorte dirigé l'Église depuis Vatican II, c'est-à-dire Jean XXIII, Paul VI, on ne compte pas tellement Jean-Paul Ier qui a été assassiné, qui n'a eu que 33 jours de pontificat, mais surtout Karol Wojtyla, c'est-à-dire Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant François, sont des antipapes. Oui, puisqu'ils étaient dans le même esprit que Vatican II, personne n'est revenu dessus, personne n'a abrogé ce concile hérétique, qu'on peut qualifier de conciliabule, et il s'avère qu'ils ont prononcé des hérésies. D'ailleurs, le champion de l'hérésie, soit dit en passant, bon, il a eu des années aussi pour les prononcer, c'est Karol Wojtyla, c'est Jean-Paul II, qui en a prononcé publiquement plus d'une centaine. Malgré cela, malgré ce constat, malgré toutes ces preuves, il y a encore des gens trop nombreux, je trouve, dans la communauté catholique en France, par manque de formation, par manque d'information, qui vont considérer ces imposteurs comme étant les papes de la Sainte Église. C'est-à-dire que pour eux, pour beaucoup trop de gens, la secte conciliaire est l'Église catholique et ces antipapes sont des papes. Ils vont nous dire que ce sont des mauvais papes. Mais si on pouvait les considérer comme mauvais papes,
ça serait dans le domaine de l'impeccabilité. C'est-à-dire, ce sont de gros pécheurs, par exemple, des pécheurs publics qui ont commis des péchés. Le pape n'est pas tenu d'être impeccable. Il est tenu d'être infaillible sur la foi et les mœurs. Or là, notamment mon livre, démontre que ce n'est pas le cas. Depuis Jean XXIII jusqu'à François Bergoglio, et y compris avec Albino Luciani, c'est-à-dire Jean-Paul Ier, qui lui a été assassiné vraisemblablement sur ordre de la P2, parce qu'il avait voulu assainir les finances de la Banque du Vatican, dirigée par l'archevêque franc-maçon Paul Marcinkus. Et donc, ça serait la raison, d'après les travaux et l'enquête de David Diallope, de son assassinat, comme vous l'avez dit, 33 jours avant sa prise de fonction, après sa prise de fonction. On rappelle que la P2, c'est la loge maçonnique P2 italienne, Propaganda Due. Ouais. Exactement, donc P2 Propaganda Due, qui n'était pas une loge classique de la maçonnerie régulière, comme on dirait la GLNF, la Grande Loge de France, le Grand Orient, même Fils de Misraïm, des choses comme ça, qui n'était pas non plus une super loge, une haute maçonnerie, hein, comme on disait autrefois les paladistes, ou comme aujourd'hui les super loges ou les Our Lodge, vous savez, mais un peu entre les deux, voilà, qui est une création des super loges, mais qui serait un peu à mi-chemin entre les deux, et composée notamment de francs-maçons ecclésiastiques, de membres de services des renseignements, d'avocats, voilà, où il y avait notamment aussi Silvio Berlusconi. J'ai entendu parler qu'il y avait la CIA aussi derrière P2. Oui, ça serait pas étonnant en tout cas. Et Benoît XVI, alors un bon pape ou un mauvais pape? Alors justement, il y a des nuances entre... Il y a des nuances entre tous ces dirigeants de la secte conciliaire, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un Jean XXIII qui lui fut initié maçon, Rose-Croix, bon voilà. Et il y a après ceux qui sont d'ascendance juive, qui étaient liés à la maçonnerie, dont on ne sait pas s'ils ont été francs-maçons ou pas. On pense à Paul VI, on pense à Jean-Paul II, à Wojtyla. Il y a ceux qui ont été clairement œcuméniques, comme Wojtyla, donc Jean-Paul II. Il y a aujourd'hui Bergoglio, qui lui est clairement dans le blasphème, avec des déclarations assez hallucinantes et qui est grossièrement hérétique. Et il y a, par exemple, et là on est dans un cas différent, Benoît XVI, donc Ratzinger, qui avait pris part quand même à Vatican II, qui a écrit pour des journaux maçonniques, qui est un petit-fils de rabbin, qui lui aussi a commis des hérésies, tout en se donnant l'apparence d'un pape catholique de tradition, si vous voulez. Des hérésies ou des erreurs, comme nous en oui, mais là, lui, il est tenu de ne pas en faire. Hein. Vous et moi, c'est une chose, mais nous ne sommes pas papes. Oui. Donc, oui, quand on fait des erreurs sur la foi et qu'on est pape, oui, on est hérétique. Et donc, on cesse de l'être, puisque l'hérésie sépare de l'Église. D'accord ? Voilà, oui. Il me semble avoir entendu à maintes reprises qu'effectivement, il y a cette infaillibilité pontificale, mais que le Saint-Père peut renoncer d'y recourir, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est là. Maintenant... Alors, ça... Oui, je connais cette thèse, c'est-à-dire c'est la thèse qu'on retrouve chez les unacum de la tradition, c'est-à-dire dans la fraternité Saint-Pédis, qui ont une certaine considération de l'infaillibilité pontificale, qui est un dogme de foi, hein, donc depuis le XIXe siècle. Donc, à en croire certains, en fait, il ne s'exprimerait jamais ex cathedra. Voilà. Donc c'est sûr que si un prétendu pape s'exprime jamais ex cathedra, publiquement, donc, selon eux, oui, il ne cessera jamais d'être pape, partant de ce principe-là. Donc, pour moi, c'est comme annuler, si vous voulez, ce dogme de l'infaillibilité pontificale. S'il ne s'applique jamais, pourquoi alors l'avoir instauré? Vous voyez ce que je veux dire? Or, voilà, quand on s'exprime publiquement, on s'exprime publiquement. Voilà. Et si on erre sur ces questions-là, on cesse d'être pape. C'est une question de logique, quoi. Hein. Quelles sont les questions qui ont été les plus abandonnées finalement par rapport au dogme? Est-ce que c'est les questions sociétales du type avortement,
rapport à l'homosexualité. En fait, c'est plus ces thèmes-là qui ont commencé à attaquer. Alors, on parle en France ces dernières décennies ou... Pourquoi pas, à voir. Alors, c'est un point très important, je trouve, qui n'est pas assez souvent abordé quand il y a un candidat à la présidentielle, puisque là, il y avait les dernières élections, où on pouvait voir que sur des fondamentaux de la contre-Église, comme la légalisation de l'avortement, hein, la loi Veil, qui était elle-même une franc-maçonne du Mnaïbrit, et ça a été reconnu par les francs-maçons eux-mêmes, hein, que c'était un produit des loges, l'avortement. Idéologie de mort quand même, hein, je suis désolé. Et on peut remarquer que, y compris chez les candidats de la droite nationale, en l'occurrence Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Nicolas Dupont-Aignan, cette question-là met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu personne se prononcer contre l'abrogation de la loi Veil, qui pourtant est une évidence, surtout quand on prétend lutter contre le grand remplacement. Donc la première chose à faire lorsqu'on veut lutter contre le grand remplacement d'en bas, c'est déjà éviter et faire en sorte qu'il y ait un grand remplacement en haut, puisque le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc déjà, il faudrait changer de gouvernance, changer d'oligarchie à la tête, j'allais dire de la République française. Il faudrait en terminer avec la République et revenir à un État français catholique dans le meilleur des cas. Voilà. Et donc revenir sur cette loi Veil, hein, sauf qu'on voit que personne ne s'y hasarde, quoi. Voilà. Ce que je trouve pour le moins étrange et même suspect. Voilà. Parce que si on veut relancer la natalité française, il faudra arrêter ces meurtres de masse, parce qu'il est là le vrai génocide. Hein. C'est plus de 200 000 bébés qui meurent dans le ventre des mamans tous les ans. Et en plus de ça, avec des conséquences psychologiques qui sont dramatiques. Et on veut augmenter le délai d'avortement apparemment. Hein. C'est ça qui va passer, non jusqu'à la naissance. Jusqu'à la naissance, ouais. En détresse psychosociale jusqu'à terme. Aux États-Unis, ils parlent jusqu'à 28 jours après la naissance. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous auriez des questions à poser à Johan sur ce thème-là? Oui. Par rapport à l'avortement, on sait quel est le pourcentage de Français qui seraient contre l'avortement en termes de loi? Alors, pas pour donner des excuses aux politiciens évidemment, mais alors c'est tout le problème avec le mouvement, quoi, hein. Alors c'est tout le problème de la loi du nombre. C'est-à-dire qu'on entend une Marine Le Pen qui a l'esprit très démocrate, hein, des idées nouvelles, nous dire « Ah, je veux un référendum sur l'immigration ». Et je ne serais même pas étonné qu'elle souhaite un référendum aussi sur cette question-là. Or, je suis désolé, il n'y a pas à demander l'avis du plus grand nombre. Hein. Je vous rappelle qu'il y a maintenant 2 millénaires, on a demandé l'avis du plus grand nombre pour Jésus-Christ et Barabbas. On a vu ce que ça a donné. Là, soit on a des idées, soit on a des convictions, soit on n'en a pas. Il n'y a pas à demander l'avis du plus grand nombre sur ces questions-là. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait des mauvaises surprises si on demandait l'avis du plus grand nombre sur ce genre de sujet, parce que les gens sont infectés par ces idées nouvelles, et que pour eux, ça serait certainement cette idée de la liberté de disposer de son propre corps, la liberté de choix. Voilà. Donc là, on utilise le joker liberté quand il s'agit de tuer des bébés dans le ventre des mamans, quoi. C'est une drôle de conception de la liberté, je trouve. Tout en étant contre la peine de mort, alors que c'en est une. Oui, c'est exact, oui. Une question qui pourrait rejoindre l'ensemble des développements que vous venez de présenter, c'est de se demander pour quelles raisons autant de catholiques ont voté Éric Zemmour à la dernière élection présidentielle. Avez-vous, vous, une opinion sur la question? Alors moi, je ne suis pas dans la tête de tous les catholiques qui ont voté pour lui, mais je sais, pour en avoir discuté à la sortie de Metz, qu'il y a énormément de catholiques de tradition qui ont voté pour lui. Alors, selon moi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Éric Zemmour, aujourd'hui, incarne un peu cette droite nationale, cette extrême droite de Jean-Marie Le Pen des années 80-90. C'est le seul à franchement parler de remigration, d'identité nationale, de clairement faire du Jean-Marie Le Pen 40 ans après lui. Voilà. Alors que la fille de Jean-Marie, c'est elle,
gauchisé, hein, on le voit. Cheval de bataille, c'est la laïcité, c'est le pouvoir d'achat. Elle est démocrate, on ne revient pas sur l'avortement, il y a toutes ces choses-là. Elle n'a pas grand-chose de nationaliste. Lui a un discours où il a double en fait à son extrême droite, en quelque sorte. Même si j'aime pas ces notions de droite et de gauche, parce qu'en fait on sait tout ce que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Mais il a un discours identitaire, voilà, il nous dit qu'il va sauver la France de l'islamisme. Bon, quand on sait en fait l'État islamique, qui c'est qu'il y a derrière, bon, ce projet. Qu'il est contre le Christ. Et oui, qu'il est contre le Christ, etc. Bon, on voit en matière de politique étrangère aussi ses positionnements. Bon, il est contre le Christ, bien sûr, il ne désapprouve pas la laïcité. Il veut ni revenir sur la loi Taubira, ni sur la loi Veil. En fait, il revient sur rien, quoi. Voilà. Quand on gratte un peu. Donc, mais dans le même temps, il prend dans le sens du poil la communauté catholique. Voilà. Il s'est rendu au Mont-Saint-Michel, il s'est rendu en Arménie. Il fait des appels du pied, pendant que elle, Marine Le Pen, tapait sur les catholiques tradis, et que les autres sont clairement des partis maçonniques. Donc en fait, quand il y a eu une propagande entre les deux tours dans nos milieux qui disait oui, il faut absolument contre Macron, etc., parce que sinon on aura ci, on aura ça, et il faut voter pour Marine Le Pen, mais en fait c'est vraiment du pareil au même, quoi. D'ailleurs on l'a vu lorsqu'il y a eu le premier confinement, elle était sur la même, elle prenait exactement les mêmes positions qu'Emmanuel Macron. Pour le masque, pour le pass sanitaire, même le pass vaccinal, pour le confinement. On voit qu'elle se couche absolument sur tout. Absolument sur tout. Voilà. Et pour terminer aussi, de répondre à votre question, les Français en général ont tendance à être amnésiques. Hein. On l'avait vu lorsque Sarkozy faisait un carton en 2007, alors que quelques temps auparavant, il avait quand même trahi Jacques Chirac et ses militants ne lui avaient pas tenu rigueur. Je sais pas, mais une trahison pareille, moi je ne laisse pas passer un truc comme ça, quoi. Si je suis militant de l'UMP, bon, je n'ai pas de lettres, hein, vous en doutez. Mais les gens ne sont pas fermes sur les principes. On peut t'arranger le coup. Hein, ouais. Peu de chance d'aboutir. Alors si les gens ne sont pas fermes sur les principes, ils croient par contre au suffrage universel. Voilà, exactement. Les gens ne croient plus beaucoup en Dieu, ou même pas du tout, mais par contre, ils croient au suffrage universel, et on s'en rend compte tous les 5 ans. C'est quand même incroyable. Et là, ils sont sur la même ligne que Jacques Attali. Juste avant, parce que je suis de près Jacques Attali, tous ses posts Twitter, et la veille de l'élection, ou l'avant-veille, il disait surtout allez voter, allez voter. Il y a toujours eu une propagande, une incitation à aller voter du système. Voilà. Et les gens croient qu'en votant pour un parti maçonnique ou un parti noyauté par la maçonnerie, ou en l'occurrence, on a le choix entre 3 choses quand on vote pour l'élection de la République française. Soit une marionnette du cartel bancaire, c'est-à-dire Macron, soit un allié, un rabatteur de voix de cette marionnette, de ce candidat, hein, le protégé en fait du cartel bancaire, de l'oligarchie financière, soit de l'opposition contrôlée. Dans tous les cas, c'est la République. Dans tous les cas, bien sûr, c'est la République. Il n'y a personne qui veut en sortir. Et d'ailleurs, s'il y aurait malgré tout un candidat qui voudrait... Il y a le filtre des 500 parrainages, il y a le filtre de la médiatisation et du financement du parti par les banques. Et oui. Et donc, pour passer tous ces obstacles, c'est un tri sélectif qui est assez conséquent. Et il ne peut rien sortir de bon, forcément. Donc soit de l'opposition contrôlée, soit la marionnette de l'oligarchie financière, soit un rabatteur de bois, un allié, genre Modem ou Mélenchon, de cette marionnette-là. Et là, on a pu s'en rendre compte. Et cette opposition contrôlée est d'autant plus flagrante quand on voit, je ne sais pas si c'est dans les questions, la fraude qu'il y a eu, qui est quand même assez évidente, ces chiffres qu'on nous annonce, et puis après, on nous baisse le chiffre, elle est soi-disant en tête, et puis à la dernière minute, boum, 58-42, elle doit sortir les scandales dans la figure à Macron, elle ne les sort pas, on voit que tout ça est très louche, très suspect. Vous avez pensé quoi du débat ? Je trouve que Marine Le Pen s'est améliorée sur la forme, certainement sur les conseils de sa grande sœur Marie-Caroline, par rapport à il y a 5 ans, sur la forme. Mais sur le fond, ça reste quelqu'un qui est inculte,
qui n'a pas de conviction, qui n'a pas de principe, qui est très limitée dans le débat. C'est une avocate ratée, il faut le dire. Bon, ça peut paraître un peu méchant ce que je dis, j'ai pas envie de trop y taper dessus, mais je suis quand même un peu obligé, parce que c'est quand même une imposture, quoi. Ceux qui n'ont toujours pas compris le problème Le Pen, c'est quand même quelque chose d'important. Les Le Pen ne sont pas la solution, ils sont une grosse partie du problème. Une grosse partie du problème. Et donc, on a pu voir, par exemple, que Macron a un bilan catastrophique et qu'il a des casseroles qui sont énormes. Et cela, tout le monde le sait. Et j'avais pris un peu des notes tout en regardant le débat. Et pour pointer du doigt son bilan catastrophique, Marine Le Pen a attendu 1 heure et 5 minutes. Wow. Je me suis dit, il se trouve, elle ne m'a même pas en parlé. C'est quand même assez incroyable. C'est la première chose à faire. C'est la toute première chose à faire. Sans parler, bien sûr, des scandales. McKinsey, Benalla, Alstom, qui sont de notoriété publique. Et là, c'est assez étrange puisqu'elle n'en parle pas. Et j'allais dire, celui qui a été le plus offensif des deux, presque dans le rôle du challenger qui va chercher la ceinture de champion, c'est lui. C'est lui qui l'a attaqué, c'est le monde à l'envers. Et elle qui se montait très gentille, lui qui lui coupe la parole sans arrêt, qui se tient comme un ado attardé, quoi, on l'a vu. C'était assez surréaliste ce qui s'est passé une fois. C'est simplement mauvaise. Est-ce que c'est la stratégie de la soumission ou est-ce que carrément, par exemple, elle serait même menacée, par exemple? Tout ceci n'est que du théâtre. Et selon moi, c'est mon opinion personnelle, Marine Le Pen, ça lui arrange très bien d'être dans ce rôle-là, qui est très confortable, d'être présidente d'un parti comme ça, d'être députée européenne. Donc ça rapporte. Elle n'a pas de responsabilité. C'est pas elle qui est responsable du chaos à venir. Si la France part en guerre, elle va faire la guerre du côté de l'OTAN contre la Russie, si demain il y a des pertes humaines, etc., etc. Elle est très bien dans ce rôle-là, et elle le sait d'ailleurs, qu'il faut qu'elle reste dans ce rôle-là, et c'est pour ça qu'elle accepte volontiers, selon moi, la fraude électorale qui me paraît évidente. Le père était dans la même posture. Le père était dans la même posture. Il ne voulait absolument pas prendre le pouvoir non plus, et être finalement un rentier de ses voix, finalement. Disons que l'histoire du rafour crématoire et du détail tendent à penser ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que lui aussi avait compris qu'il fallait qu'il reste dans ce rôle. Parce que c'était un peu se faire harakiri de revenir là-dessus des années après pour se prendre les foudres des médias mainstream. C'est quand même assez suspect là aussi. Et ces derniers temps, Jean-Marie Le Pen a été catastrophique dans ses interventions sur Twitter. Je l'ai suivi, c'est catastrophique. C'est l'appel à la vaccination, à l'injection expérimentale. Justement, je suis très étonnée. Je me demandais si c'était réellement lui qui écrivait en fait les tweets. Oui, c'est lui. Parce qu'il n'était pas du tout, c'était pas du tout dans sa. Non, c'est catastrophique. Il a toujours été républicain, je le rappelle quand même. Voilà. Sauf qu'il a été politiquement incorrect sur certains sujets. Et ça a été le premier à être franchement contre la politique immigrationniste de la République française. Donc, forcément. Il s'attirait la sympathie et les voix de toute la France réactionnaire, en fait, on va dire ça, qui est aussi derrière Éric Zemmour aujourd'hui. Mais que faire alors? Que faire? Alors, puisque les gens croient au suffrage universel, nous, on ne doit pas croire à la démocratie, mais plutôt croire en Dieu. Et selon moi, ça doit être le rôle de tout auteur que j'appelle contre-révolutionnaire et, on va dire, dissident, de ramener les gens par la compréhension du système, par la transmission d'informations, parce que moi je n'ai pas la science infuse, vous savez, j'ai juste un peu étudié certaines choses et je transmets des informations. Après les gens ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas envie de m'écouter, ils ne m'écoutent pas. Ils n'ont pas envie de se convertir, ils ne se convertissent pas. Voilà, j'oblige personne moi à m'écouter, j'oblige personne à lire mes livres, vous savez. Voilà, chacun après fait ce qu'il veut, mais j'encourage quand même les gens à se tourner vers Dieu plutôt que se tourner vers les urnes. Justement, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne encore? Parce qu'on peut constater que plus on vote, moins on a le pouvoir. Ça, c'est un constat qu'on peut tous faire, et au final, ça fait un certain nombre de décennies. Donc, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne encore, ce système? Et combien de temps ça peut durer? Ça fonctionne sur de faux espoirs, sur une fausse croyance. La croyance qu'en votant pour un tel politicien corrompu, les choses vont changer en France. On juge un arbre à ses fruits. Or là, quels sont les fruits du suffrage universel en France? Dites-moi. Est-ce que les fruits sont bons ou mauvais? Oui, non.
Non, mais justement, Voilà. C'est flagrant. Qu'est-ce qui fait que ça tient encore? Ben parce qu'il y a toujours des leaders qui entraînent d'autres suiveurs et que la responsabilité en incombe à ces gens-là. Au Marine Le Pen et son entourage, y compris Jordan Bardella, qui est un brillant communicant, mais tous ces gens-là qui vivent grassement de la politique enfument les gens qui les suivent et leur font croire que les choses vont changer s'ils volent pour eux, alors que pas du tout. Et moi, j'aurais aimé que Marine Le Pen passe. Au moins, on aurait vu que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, et que c'est la même chose qu'avec Macron. C'est évident, c'est une certitude. Allez, à quelques nuances près, mais j'allais dire... les nuances, c'est-à-dire on s'en fout, hein. On va en guerre, on va en guerre. Hein. On a la dictature sanitaire, on a la dictature sanitaire. Hein. Enfin, dictature politique sous prétexte sanitaire, pour être précis. Pour recentrer sur Zemmour, du coup, pourquoi Zemmour? Pourquoi le système a propulsé Zemmour? Et surtout, pourquoi il est arrivé finalement qu'à 7%? Comment ça se fait qu'il s'est effondré? Alors, il y a deux questions là. Alors, pourquoi Zemmour? Alors là, moi, je suis pas dans la tête des rabbins, parce que c'est quand même un juif de la synagogue, donc il a été envoyé certainement par sa synagogue. Ça me paraît évident. Pourquoi lui? Il y a certainement eu une idée, un projet derrière, puisque c'est quand même quelqu'un qui maintenant est surmédiatisé depuis plus d'une vingtaine d'années. Qui donne son avis sur tout, comme ça, qui joue aux patriotes français identitaires depuis 2 décennies, ce qui est énorme hein, dans les médias mainstream. Donc forcément, il a eu une cote de popularité en jouant le rôle du mouton noir. Voilà. Et il a pu se permettre certaines choses du fait d'appartenir à une certaine communauté. C'est une évidence aussi. Voilà, donc... Pourquoi? Parce qu'il a été mis en avant dans les médias depuis un certain nombre d'années. Voilà, peut-être qu'on apprendra peut-être un jour, peut-être, hein, que Éric Zemmour est affilié au Mnaïbrit, par exemple. Ce serait pas étonnant. Hein. Moi, je serais pas du tout étonné. Et l'autre question, c'est pourquoi il n'a fait que 7%? Alors qu'il était annoncé à 20%, voire même au second tour. Bon, là, mon verre, il n'est plus à moitié plein, ni à moitié vide, parce que... Mais bon, s'il était à moitié plein, je dirais qu'on peut le voir à moitié plein comme on peut le voir à moitié vide. Et concernant Éric Zemmour, on peut le voir à moitié plein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il vient de zéro, qu'il a monté son parti seulement quelques mois avant l'élection, qu'il a fait beaucoup d'adhésions, qu'il a rempli le Trocadéro, et à l'arrivée, il fait 7%. Ah, il a fait plus que Pécresse, quand même. Oui, voilà. Donc, en partant de zéro... Après, c'est vrai que vu sa cote de popularité, moi je sais qu'à Toulon, il avait rempli le Zénith Oméga, je crois, c'est-à-dire qu'il avait fait 8000 personnes. Enfin, il faisait un carton avec Zemmour, enfin, c'est quand même quelque chose, quoi. La popularité d'Éric Zemmour ces derniers mois. Et c'est sûr que quand on est télévisé aux heures de grande écoute sur CNews tous les jours, ça aide. Et à côté de ça, la comparaison quand même frappante avec Emmanuel Macron, qui lui est très impopulaire, qui dès qu'il sort de chez lui, soit il se prend une gifle, soit il se prend des tomates, et qui fait des meetings devant quelques centaines de personnes où la salle est vide. Et lui fait plus de 28%, c'est-à-dire plus de 4 fois plus qu'Éric Zemmour. Donc tout ça est très étrange. Cela ne prouve pas qu'il y a eu fraude électorale, mais en tout cas, il y a de quoi douter des scores qu'on nous met en avant. Enfin, moi, en tout cas, j'en doute fortement. On reste sur la politique ou on change de thème? J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez en termes d'anti-république, ce que vous pensiez de Louis XX, duc d'Anjou. Oh, j'en pense pas grand-chose. Et de la monarchie française, qu'il en reste en tout cas. Oui, voilà. Bon, les Bourbons. Il travaille dans une banque, je sais. J'avais lu une de ses interviews. Je crois qu'il est catholique, mais conciliaire, parce qu'il n'a pas tout compris au film. Et j'avais lu une de ses interviews où, en gros, il ne disait rien. Donc, je pose la question parce qu'on sait que la France ne reviendra pas catholique officiellement par les républicains. Donc, quelle est la voie de son retour au catholicisme? Vu qu'avant, il était porté par la monarchie, justement, parce qu'elle était... Alors, parmi les royalistes en France, ceux qui souhaitent un roi, il y a plusieurs branches. Il y a la branche orléaniste, qui est maçonnique depuis le départ. Je rappelle le duc d'Orléans, qui est un franc-maçon notoire. Il y a la branche légitimiste, donc c'est ceux qui soutiennent Louis XX.
Et puis il y a ceux qui se considèrent providentialistes. Voilà. Et qui, pour eux, leur point de référence, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Voilà. Et d'ailleurs, je recommande un livre qui est en vente aux éditions Saint-Rémy, La mission posthume Sainte Jeanne d'Arc, de Monseigneur Henri Delassus, qui est mon maître, dont je suis le disciple, et qui explique très bien les leçons à retenir de l'action, la mission divine en fait, de Sainte Jeanne d'Arc. D'abord être en état de grâce, d'avoir la prière, la pénitence, et c'est dans l'esprit thomiste, Saint Thomas d'Aquin, l'action humaine est une participation à l'action de Dieu. Donc laisser faire la providence et l'accompagner. En fait, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est sûr que dans la France déchristianisée du XXIe siècle, ce genre de considération paraît très lointaine, puisque déjà il faut avoir la foi et que le peuple français majoritairement ne l'a pas. Donc on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs et on va d'abord faire en sorte que la France redevienne chrétienne et qu'il y ait des baptêmes et que le peuple français retrouve la foi, et ça sera déjà, je trouve, une bonne chose. On va vers la Russie ou Une question d'ordre international maintenant. La guerre qui frappe l'Ukraine, le nouvel ordre mondial qui se met en place, cela vous évoque-t-il quelque chose pour vous? Avez-vous une réflexion, quelque chose? Personnellement, ça ne me surprend pas du tout, puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai annoncé, presque mot pour mot, là, dans les années 2011. Bon, là, je dis ça aux jeunes qui sont là et qui ne me connaissent peut-être pas, ou que depuis quelques mois ou quelques années. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais annoncé. Vous allez sur mon site internet, vous tapez sur internet vers une troisième guerre mondiale occidentalo-eurasienne, avec deux blocs qui vont s'affronter, le monde qui se divise en deux, et un bloc eurasien basé depuis Moscou, et la future destruction de la zone euro, sous tutelle des États-Unis d'Amérique et de l'axe donc américano-sioniste. Voilà en gros ce qu'il y avait dans un de mes articles que j'avais publié, qui est toujours en ligne, en octobre 2011. Donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dans cette petite synthèse que j'avais publiée en début d'année 2012, cette thèse historique qui remonte le cours de l'histoire, je parlais déjà du 11 septembre en préambule d'une future troisième guerre mondiale, avec notamment, à titre de curiosité, la lettre d'Albert Pike à Giuseppe Mazzini, qui annonçait cette troisième guerre mondiale aussi. Donc ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise aussi quand on m'écoutait à l'époque où je pouvais organiser à Toulon, parce que je ne peux même plus y mettre les pieds dans ma propre ville, des conférences en cette même année 2011 où j'annonçais qu'il allait y avoir une troisième guerre mondiale, où je disais qu'il faut s'attendre à une crise financière, à de la pénurie alimentaire, c'est-à-dire ce qui nous guette là aujourd'hui. Sauf qu'on le disait déjà, je me rappelle, c'était avec Pascal Roussel, même avec Pierre Hillard aussi, on le disait en 2011 et même en 2010. Voilà. Même dans Deux cris dans la nuit, ou bien sûr dans Le complot contre Dieu, que j'avais sorti en décembre 2014, il était aussi question, bien sûr, d'une troisième guerre mondiale qui coule de source. Et là, on comprend mieux aujourd'hui l'objet de la création de l'OTAN et de l'Union européenne. Dans quelle optique ces organisations ont été créées. Donc l'OTAN, je le rappelle, 1949, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on voit que toutes les nations en fait, sont intégrées à l'OTAN pour former un bloc, pour faire la guerre à la Russie depuis la frontière russe donc en Ukraine. Et l'Union européenne aussi pour être sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, ça date depuis longtemps, puisque quand on parle des pères fondateurs de l'Europe, Richard Kononov-Kalergi, Jean Monnet, Joseph Ratzinger, Paul-Henri Spaak, c'est les principaux, mais déjà, Giuseppe Mazzini était déjà au XIXe siècle pour des États-Unis d'Europe. Il faut comprendre une Europe sous tutelle des États-Unis d'Amérique et qui va servir en fait de chair à canon et qui va aller à sa propre perte, tout simplement. Voilà. Le grand perdant de la guerre mondiale qui vient, ça sera nous. Ça sera l'Europe. J'ai une question à vous poser par rapport à la crise financière qui s'annonce, en tout cas de l'inflation généralisée. Pierre Hillard évoque souvent ce qu'on appelle les DTS, droits de tirage spéciaux.
c'est-à-dire le mécanisme par lequel les monnaies vont, les principales monnaies dans un panier de monnaie vont être réajustées justement à la fin du mois de juillet de cette année, parce que la date avait antérieurement été arrêtée beaucoup plus tôt en 2022, mais la guerre ayant éclaté entre l'Ukraine et la Russie a un petit peu parasité les choses, ou en tout cas les a un petit peu ralenties. Cet rééquilibrage du panier de monnaie, qui sont le dollar, le yuan, l'euro, le yen et une cinquième monnaie qui m'échappe, va avoir une incidence nécessairement sur l'économie mondiale. Oui, alors il y a un projet de monnaie unique mondiale qui ne date pas d'hier, mais pas seulement dans le camp, parce que je parlais de confrontation occidentalo-eurasienne, pas seulement dans le camp américano-sioniste et européiste, mais aussi dans le camp d'en face. On avait pu voir avec Medvedev, qui est pour un nouvel ordre mondial, qui est pour une monnaie unique mondiale. D'accord ? Voilà. Medvedev, l'ancien président de la Russie. Oui, avec Poutine. Donc oui, cette guerre est monétaire, elle est aussi énergétique, c'est très important, d'où Gazprom en Russie. Hein. Ceux qui sont, on le voit, Gazprom agit un peu comme un baromètre, c'est-à-dire qu'on voit ceux qui se coupent de la Russie et ceux qui continuent à commercer avec la Russie, et qui iront peut-être même certainement plus loin lorsqu'il s'agira de rentrer en guerre contre les nations européennes. Et donc là, ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que le monde est en train de se scinder en deux camps, en deux blocs. Voilà. Concrètement, nous, en France, demain, il faut s'attendre à ce que, parce que aussi, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer et comment s'y adapter. Et il y a des chances qu'on ait des rayons qui soient vides. On a des chances de ne plus pouvoir retirer de l'argent aux distributeurs, qui est peut-être une suppression de l'argent liquide, voilà, ces choses-là. Que l'épargne des Français soit pompée, voilà, avec donc des dépenses, comment dire, rattrapées en fait de la dette privée par du ponctionnement public. Oui, donc voilà ce qui nous pend au nez, hein, ou même carrément sur notre propre sol qu'on se prenne en fait des obus sur la tête. C'est-à-dire que ce qui se passe en Palestine depuis des décennies, c'est peut-être ce qui nous arrivera demain, on ne sait pas. Je l'espère. Alors lequel de crédit social? Parce que chinois. Ah oui, là je ne sais pas. J'ai pas les compétences dans le domaine. On a tendance à voir volontiers Vladimir Poutine et la Russie comme peut-être le dernier rempart au démon otanesque. Vous dites par contre, je crois que je vous ai entendu lors d'un débat avec Youssef Indy, finalement dire que c'est la face inverse de la même médaille du nouvel ordre mondial. Pouvez-vous expliquer ça ? Oui, il y a eu une déclaration de Joe Biden Jr. il y a quelques temps. Voilà, il va y avoir un nouvel ordre mondial et on veut diriger le nouvel ordre mondial. Mais les autres aussi. Hein. Alors on nous parle de monde multipolaire, on nous parle de positions plus conservatrices chez les uns et les autres, mais vous avez vu en Chine comment ça se passe au niveau de la dictature sanitaire ? C'est chez nous x10, hein, et je suis gentil. Ils n'ont pas l'église, contrairement à la Russie. Oui, ils ont une église orthodoxe d'État. Bon. Le confucianisme, c'est pas pareil. Après, l'être humain, c'est bien après. C'est là ce qui se passe en Chine. Parce que c'est pas exactement l'idéologie mondialiste, la Chine telle qu'on soit. C'est la vraie dictature. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Nous, c'est une dictature sous apparence de démocratie, qui est la version soft de ce qui se passe en Chine. Mais attention, là, il y a eu les élections, on n'est pas à l'abri de nouveau, je sais pas moi, reconfinement ou d'un pass vaccinal pour simplement consommer. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est la version soft ou c'est la version Bismarck? Oui, les deux. En tous les cas, c'est pas ce qu'on attend, nous, de dirigeants qui sont censés prendre des décisions dans l'intérêt, normalement, du peuple français. Normalement, ils sont élus pour ça, quand même. Hein. À la base, on aurait tendance à l'oublier.
Or là, tout ce qui est fait, c'est pour, comme il a dit, emmerder les non-vaccinés. Ils sont nombreux les non-vaccinés en France. Oui, mais le problème, c'est que les gens qui votent devraient avoir un permis comme un permis de conduire, en fait, parce qu'ils ne vont pas rechercher le pédigré des gens qui vont élire. Le problème des gens qui votent, c'est qu'ils ne sont pas fermes dans la foi, ils n'ont pas la foi, ils ne sont pas fermes sur les principes. Ils préfèrent s'abrutir, d'où le tititainment de Zbigniew Brzezinski, du pain et des jeux du cirque. Voilà. Ils ont des fausses croyances, notamment celle du suffrage universel. Ils croient dur comme fer qu'en votant pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour, les choses vont changer. Et ça, c'est pas une ou deux personnes, ce sont des millions de gens qui sont dans un faux paradigme, une fausse représentation du pouvoir, de la République, de la société française. Et c'est pas en écoutant des Charlotte Dornelas ou des Yvan Rioufol que ça changera. Puisque quand on les interroge sur ces questions fondamentales, ces gens-là ne disent pas la vérité. Ils n'ont pas un discours formateur. Quand on leur demande qu'est-ce que la République, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que la laïcité, etc., ils ne disent pas la vérité. Ils ont peur, s'il faut employer le mot complot, oh là là, ils ont peur de perdre leur place, hein, forcément, parce que c'est news, c'est terminé pour eux, là. Hein. Voilà. Donc ils ne diront jamais que la République est le régime de domination, le régime politique de domination durable de la judo-maçonnerie sur la France, et que la République est l'anti-France. Voilà. C'est une secte qui dirige ce système politique depuis 1789, par exemple depuis 1792, voilà, et qu'elle est née dans le sang, sur l'échafaud. Bon, voilà, c'est ça la vérité. Et à côté de ça, il y a un historien franc-maçon, c'est une évidence, comme Marc Ménan, et qui fait l'apologie de figures historiques, comme par hasard, toutes de la contre-église, toutes des frères à la truelle, et à côté, qu'est-ce qui se passe? On ne dit rien. Et c'est pas comme ça qu'on y arrivera. La première chose, c'est de dire la vérité. Voilà, c'est tout simple. Il faut dire la vérité. Ça, c'est la première des choses. Quelles que soient les conséquences, si on laisse des plumes, on laisse des plumes. Quelles que soient, voilà, quoi qu'il en coûte. La première chose, c'est ça. C'est pas, oh là, ça, il faut pas que je dise ça. Là, il faut pas que je dise ça. Là non plus. Là, non. Là, ah, voilà, très bien. C'est bon. 10 000 € à la fin du mois. Bon, ok. Oui, on n'y arrivera pas. Et de ne pas mettre à la tête d'un État des apatrides, tout simplement. Oui. Et après, en amont, attention, pour dire ces choses-là, il faut quand même avoir un minimum étudié. Hein. Et oui, parce que si on n'a pas étudié les bons livres, et ça c'est fondamental, d'étudier la vraie histoire de France. Voilà, je recommande par exemple La mission divine de la France du marquis de la Franquerie ou de Monseigneur Ricard, La conjuration antichrétienne de Monseigneur Henri de Lassus, qui est quand même pas évident à lire pour quelqu'un qui lit pas beaucoup, parce que c'est quand même un pavé. Hein. Bon voilà, mais il y a des livres à lire et il y a une formation à acquérir au fil des années pour avoir la bonne grille de lecture. Dieu, Satan, le bien, le mal, Église contre Église, la révolution, la contre-révolution, monarchie, droit divin, république démocratique. Normalement, le vice, la vertu, le bien, le mal, comme je disais, les choses doivent être claires. Et là, la grille ami-ennemi. Dans quel camp sont les gens qui nous représentent là, dans ce que je viens de dire, Dieu, Satan, Église contre Église? Ils sont tous dans le même. Déclaration des droits de l'homme, il faut savoir ce que ça veut dire. Oui, aussi, oui, ça en fait partie, oui. La République est droit de l'homiste, oui. République, démocratie, laïcité, droit de l'homme, bien sûr, oui, et non les devoirs envers Dieu. J'ai une question par rapport à votre analyse sur le providentialisme et sur le fait qu'en France on puisse se prendre des obus ou voire même une date nucléaire. Est-ce que vous connaissez les prophéties de Perpel? Alors je savais qu'on allait m'en parler, j'avais dit à Marc tout à l'heure, parce que c'est pas mon truc du tout, les prophéties. Alors je m'étais exprimé, je crois que c'était en 2012, au sujet du message de Notre-Dame à la Salette, qui est une apocalypse mariale, que j'avais analysé, ça m'avait intéressé. Mais après, les prophéties, je ne connais même pas la prophétie dont vous venez de parler. Mais on m'en parle souvent. On me parle souvent des prophéties. Or, quand on produit une analyse, on se base sur deux choses. Quand on a l'esprit contre-révolutionnaire antilibéral, la première chose, c'est sur des faits historiques, sur des faits qui sont avérés, les plus sûrs possibles, les plus vérifiables. Et après, aussi, sur une certaine morale. Et donc, forcément, si on est chrétien, la morale des évangiles. D'accord ? Donc, il y a ces deux choses. Les prophéties, on y croit ou on n'y croit pas.
Ce ne sont en aucun cas des dogmes de foi, les prophéties. Ça peut tomber, oui, mais pas forcément, vous voyez. Donc, on ne peut pas se baser là-dessus pour produire une analyse sérieuse, c'est ça que je veux dire. Voilà. Je ne peux pas se baser sur ça. C'est parce que, enfin, je ne sais pas si elles ont été reconnues par le magistère. Par exemple, l'apparition de la Salette, ça a été reconnu, mais pas oui. Les prophéties du Père Pell, je sais oui. pas. La prophétie, en gros, elle dit que la France sera ravagée par les flammes, à part ce qui est à l'ouest de la Bretagne et la Normandie, en gros. Et que l'héritier du roi de France reviendra et il sera tellement éclatant qu'en gros, il n'y aura pas de choix. On verra. Même ceux qui ne sont pas catholiques devraient se convertir en voyant quelque chose comme ça, en gros. Donc c'est pour ça que je rebondissais là-dessus. Oui. C'est le providentialisme et en même temps la Première Guerre mondiale. Oui, bah, je n'en sais rien. C'est une question qui est beaucoup plus sur l'action elle-même, mais est-ce que c'est judicieux, selon vous, de faire un parallèle Zelensky-Zemmour? Pour tout un tas de raisons. Il y en a un qui danse moins bien que l'autre. Il y en a un qui danse moins bien. Quand même pas. Enfin, bon, on est dans deux cas de figure quand même très différents. Ce que j'ai pu constater sur le Twitter d'Éric Zemmour avant les élections, c'est qu'il avait pris position pour Zelensky et contre Poutine. Ce qui est quand même a priori assez étonnant quand on endosse l'habit du patriote français. Voilà. Et donc sur ce point-là, il est quand même pas sur la même ligne que... Mais on l'a vu avec tous les autres candidats, les hommes politiques, quand il y a eu cette intervention de la Russie après 8 ans d'agression de l'Ukraine à la frontière dans le Donbass, depuis février 2014, depuis le coup d'État de Maïdan, il y a ça. Et donc là, ça serait soi-disant la Russie qui déclenche la guerre mondiale. Eh bien, on a pu s'apercevoir que tous les collabos avaient pour point commun de prendre parti pour Zelensky et de diaboliser la Russie de Poutine. Ce qui ne signifie pas que la Russie de Poutine est forcément exemplaire et le modèle à suivre et la solution à tous nos problèmes. Vous voyez, je pense qu'il faut être juste et équilibré. Après, de là, à comparer Zelensky à Zemmour, non, quand même pas. C'est quand même un dégénéré, Zelensky notoire, qui est vraiment aux mains... sous l'emprise totale des États-Unis d'Amérique de Biden, qui lui-même est une marionnette de l'oligarchie sioniste et bancaire, et voilà, et des va-t-en-guerre sionistes, parce que c'est le cœur du problème, c'est ça. Ce sont les va-t-en-guerre sionistes et tous ceux qui les suivent derrière et qui vont nous amener à un troisième conflit mondial. Est-ce que Zelensky ne serait pas un Zemmour qui aurait réussi à se faire élire, dans le sens où non, demain, admettons, un Zemmour se fait élire, est-ce qu'on n'aurait pas un équivalent du régiment Azov Non, moi je trouve que c'est deux cas différents. Voilà. Je trouve que ce sont quand même deux cas différents, qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Voilà. Ouais. Trump, qu'est-ce que vous en pensez? Trump, ça aurait été bien quand il était président qu'il revienne sur certaines choses, parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, mais on attend toujours. En matière de politique étrangère, Trump a été sioniste à 100%, voilà, notamment par le biais de son gendre. Et par contre, c'est vrai qu'en matière de politique intérieure, il a eu des positions conservatrices, qui pouvaient être porteuses d'espoir. Mais il y a eu là aussi fraude électorale assez évidente, et il a été rapidement remplacé, voilà. Ça aurait été bien de voir ce qu'il aurait fait par la suite. Pour revenir sur la Mais j'en ai jamais fait mon sauveur, le sauveur de l'humanité. Pour revenir sur la Russie, de ce que vous pouvez voir, constater, comparer entre la Russie actuelle et la République française, qu'est-ce que vous reprocheriez à la Russie aujourd'hui? C'est mieux, je trouve que c'est mieux. Alors attendez, après je voulais faire une précision. J'ai l'habitude de traiter de certains sujets, d'étudier certains sujets qui ensuite se traduisent par des livres pour pouvoir se former. Je n'ai pas
la réponse à tout. Je ne suis pas un spécialiste des questions géopolitiques, de comment ça se passe en Russie, en Chine ou quoi que ce soit. Voilà. J'estime être plus utile en travaillant sur ce terrain-là depuis maintenant au moins une douzaine d'années, sur l'action des sociétés secrètes, sur la vraie histoire, informer sur ce qu'on nous cache principalement, et aussi analyser les événements, c'est-à-dire ce qu'on nous montre, d'accord ? Mais après, j'évite de trop me hasarder sur des terrains où je n'ai pas étudié la question en profondeur. Pour cela, il y a des sites internet qui font cela, qui informent sur la géopolitique mondiale, et je les avais cités. Il y a mondialisation.ca, il y a Géopolitique Profonde, il y a Stratégica, il y a Réseau International surtout, que je suis au quotidien. Bon voilà, qui eux relaient de l'information sur ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Ça, ce n'est pas mon domaine, ça ne m'intéresse pas si vous voulez, parce que une information en chasse toujours une autre. L'actualité est vite désuète, j'ai remarqué, et on en vient à se perdre un petit peu, à être submergé d'informations, et finalement on en oublie l'essentiel. C'est-à-dire que bon, moi-même je pourrais le faire. Je pourrais relayer tous les jours des infos de sites étrangers ou quoi, voilà, sans arrêt sur mon canal Telegram. Mais je vois pas trop l'intérêt. Or, je pense être plus utile avec la publication d'un livre comme Le complot contre Dieu pour bien montrer ce qui a fonctionné, pour bien montrer l'évolution de la société française et ce mouvement révolutionnaire mondial, ce complot d'essence talmudo-maçonnique qui nous a amené à la dégénérescence, l'apostasie des nations en Occident, et pour bien montrer aussi que la solution, ça sera un retour aux sources et aux racines, et donc à la civilisation chrétienne de la France. Vous voyez ? Donc voilà, je pense être plus utile dans ce créneau-là. Donc c'est une mise au point qui était quand même importante, parce que voilà, moi j'ai pas la réponse à tout, vous savez. J'ai pas la réponse à tout, et ce que je pense sur un tel ou sur telle prophétie ou un autre, je vais vous dire la vérité, je m'en fous. Je m'en fous. Mon petit avis, en fait, il importe peu. J'allais dire, on s'en fout. Et d'ailleurs, il importe peu, et il ne sera pas forcément plus pertinent que le vôtre. Voilà. Et surtout moins pertinent, j'allais dire, qu'un spécialiste de la question russe. Sur la question russe, il vaut mieux écouter Xavier Moreau que moi, par exemple. Voilà. Oui. Est-ce que tu aurais une pensée sur ce qu'on pourrait appeler l'arc républicain, c'est-à-dire la limite un peu entre la prison mentale républicaine et puis le reste, hein, c'est d'ailleurs ce qui fait un peu, ce qui nous bloque un peu aujourd'hui avec ce que pensent les masses qui vont voter tous les 5 ans. Est-ce que par exemple cette notion d'arc républicain, est-ce que même ça pourrait peut-être, est-ce que même ça serait en quelque sorte, est-ce que ça aurait infiltré par exemple l'Église catholique en quelque sorte? Est-ce que tu as vu cette notion de république absolue? Alors, au niveau politique, toutes les marionnettes politiciennes donc de la politique française se chamaillent toutes dans la cour de récréation de la contre-église. Voilà. On a dit ça, voilà, dans l'arc républicain. Donc, voilà, on a fait ce constat, j'allais dire, ça ne sert même à rien d'en rajouter. Après, dans l'église, c'est votre question, c'est ce que je disais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire à la fois par les idées, oui, mais à la fois à Rome, dans l'église conciliaire, c'est à la fois par les idées et à la fois par la présence humaine. C'est-à-dire qu'il y a eu une infiltration depuis des lustres. Il y avait déjà des francs-maçons ecclésiastiques du temps de la Révolution dite française de 1789. Et il y en avait dans le collège des cardinaux à la fin du 19e siècle, notamment le cardinal Manning, qui était un franc-maçon des Superloges, et aussi le cardinal Mariano Rampolla, qui lui était affilié à l'Ordo Templi Orientis, l'OTO, donc, et qui avait failli succéder au pape Léon XIII, sans l'intervention de l'empereur d'Autriche-Hongrie. Mais il y a eu, heureusement, cette intervention, et ce fut le pape Saint-Pie X en 1903 à sa place. Vous voyez, donc déjà, il y a eu une première grosse alerte à cette époque. Donc il y a eu toute cette infiltration qui est pointée du doigt dans mon dernier livre d'ailleurs, et dont la concrétisation a été le conciliabule révolutionnaire, hérétique, Vatican II, dans les années 60.
En fait. Ça a été le produit en fait de cette infiltration. Mais si on ne tient pas compte de cette infiltration, on dit le problème c'est les catholiques, le problème voilà c'est eux. Non, on n'a rien compris quoi. On n'a rien compris. C'est la clé de la subversion dans l'Église romaine que cette infiltration sur des décennies et même des siècles. Pour rebondir là-dessus, lequel de vos livres vous recommanderiez à un moderniste convaincu de bonne foi, on va dire, enfin, quelqu'un qui est dans l'Église moderne, enfin conciliaire, oui, et qui est de bonne foi, qui croit en Jésus-Christ, mais qui n'a rien compris au film. Alors, oui. Et pour pas trop le choquer, en fait. Alors pour qu'il soit choqué, celui-là. Non, justement. Parce que rien qu'avec le titre, je crois qu'il part en courant. Et plutôt le complot contre Dieu. En fait, c'est une synthèse. En fait, le complot contre Dieu, ça a été une synthèse en remontant l'histoire, en ciblant les questions juives et maçonniques au niveau sociétal, avec tout un chapitre, le complot dans l'Église, qui je crois fait une centaine de pages. Voilà, moi ce que j'ai bien aimé, c'est aussi relayant beaucoup de documents, entre guillemets interdits, comme les protocoles, le Talmud, l'Aurore rouge, voilà, des documents comme ça, maçonniques, judo-sionistes. Et je rappelle que relayer les protocoles, ça passait sous le coup de la loi. Hein. C'était interdit quelques années avant que je publie le livre. Et oui, à cause de Pierre Jox, avec l'affaire Carpentras. Hein. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce qui est intéressant. C'est là où on nous dit c'est un faux, de montrer que non, c'est ce qui se passe. Et c'est la vérité. Oui, ce qui est écrit dans les protocoles, leur plan, hein, c'est ce qui est en train de se produire. Donc voilà, ça a été une grosse synthèse. Et après, par contre, il y avait certains sujets, notamment au sujet de la maçonnerie, notamment au sujet de la crise dans l'Église, qui, selon moi, méritaient d'être développés. Et ça sera aussi l'objet de futurs livres dans les prochaines années, j'espère. On en parlera plus tard. Voilà. Avant de passer à une autre série de questions, je voudrais vous poser, puisque vous êtes un spécialiste peut-être des histoires secrètes, ou en tout cas des éléments qui sont passés sous silence, les opérations sous faux drapeau, c'est-à-dire la stratégie d'attention. La plus connue, c'est l'opération Gladio, en 1978, d'assassinat d'Aldo Moro, le président du Conseil italien, par les Brigades Rouges, qui a été une opération totalement téléguée par la CIA. Est-ce que vous pourriez éventuellement dire quelques mots là-dessus? Alors, pour tout ce qui est opération sous faux drapeau, attentat, aujourd'hui attentat islamiste comme par hasard, c'est clairement le produit des superloges, de la haute maçonnerie. L'État islamique, qu'on appelle Daesh pour nous en France, qu'en Angleterre ils appellent ISIS, est clairement une création de la haute maçonnerie. En l'occurrence, d'après les révélations de Magaldi, de la Hathor Pentalpha. On retrouve notamment Sarkozy, mais pas tout en haut. Hein. C'est le clan Bush. Voilà. Ce sont les néoconservateurs sionistes. Voilà. Et donc tous ceux qui aujourd'hui, comme Éric Zemmour, nous disent le problème c'est l'islamisme, ce qui est quand même fort de café avec la dictature sanitaire qu'on a. Quoi. Il faut sauver la France de l'islamisme. La dette financière, c'est l'islamisme. Ouais, voilà, c'est assez incroyable. Et donc, forcément, que des attentats sous faux drapeau, dans ce cas de figure... Comme l'attentat de Bologne en 83. C'est pas ça qui manque. Tous les attentats tout court. Les attentats tout court. Ce qui ne signifie pas que certains attentats ne vont pas être le fait d'exécutants islamistes. C'est fort possible, oui. Aux Juifs, on en a eu un dimanche dernier. Et généralement, on ne sait pas la vérité. Après, faut-il savoir qui c'est qui est derrière la création de l'État islamique? Alors, je viens de le dire, d'après les révélations de Magaldi, une superloge, alors quand on dit superloge, c'est cette haute maçonnerie supérieure aux 33 degrés du rite écossais. Superloge internationale, comme son nom l'indique, qui réunit des francs-maçons des hauts grades de différentes nations, en général sous la coupe de la haute finance apatride, sioniste, c'est-à-dire des Rothschild et leurs associés. Voilà. Et parmi, toujours d'après les révélations de Magaldi, principal bailleur de fonds de cet État islamique serait Larry Fink de BlackRock. Voilà. BlackRock qui est en fait la façade de la maison Rothschild. Hein. Donc on est toujours au même. C'est-à-dire que la politique mondiale, depuis des décennies et maintenant depuis des siècles,
suit une certaine direction en fonction des aspirations de certaines familles oligarchiques, et on retrouve toujours les mêmes. Dans la haute finance et la haute maçonnerie, les Rothschild, et cartels pétroliers et les autres cartels agroalimentaires, pharmaceutiques aussi, on retrouve notamment les Rockefeller et les associés, qui sont généralement aussi liés par le sang, hein, Rothschild, Warburg, quand on voit un peu les familles. Voilà. Donc on retrouve, et donc c'est important de remonter tout en haut pour savoir ce qui se passe, quels sont leurs projets, voilà. Plutôt que de raisonner comme ça à vue basse, oui, alors un tel, là, ce qu'il dit c'est quand même mieux pour nous, l'autre, alors qu'en fait, non, c'est pas eux qui dirigent, déjà. C'est pas eux qui prennent les décisions, là. Que ce soit Macron, Mélenchon, encore moins Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est le Maïbraï qui a fait un gros bazar quand Mel Gibson avait sorti La Passion du Christ. Oui. Qui était sorti en pièce de théâtre avant de sortir en film. Et c'est cette clique-là qui allait. Il y a eu des pressions. Oui, il y a eu pression. Je ne sais plus, c'était l'EPAC, le Maïbraï. C'est le Maïbraï qui a eu la main mise sur Hollywood dès 1920. Oui, ils font pression, c'est ça leur truc. Oui, c'est plus que passion. Hein. Ah oui. Ils décident quelle scène doit être coupée, si un film peut sortir, pas sortir. Mais moi, dès 1929, ils avaient la main mise sur Hollywood. Oui, bien sûr. Ouais. C'est exact. C'est pareil, il est dirigé. Je ne le connais pas trop. Il aurait des positions un peu plus conservatrices que chez nous en France, mais après, j'attends de voir. Voilà. Ce serait pas très étonnant qu'il se rallie au camp russo-chinois. Là. Oui. Moi, je voudrais savoir, selon vous et selon les révélations du public, est-ce que tous ces événements par lesquels l'humanité est en train de passer, ce ne serait pas tout simplement un annonciateur de la résurrection? Un châtiment, vous allez dire, non? Vous n'avez pas dit? J'ai cru que vous alliez dire un châtiment. Peut-être un châtiment. Eh oui, on arrive dans une période de châtiment. Quand l'humain renie Dieu, il faut qu'il s'attende à certains châtiments. Et l'humanité renie Dieu, que je sache, hein, depuis des années et des années. Alors certes, on l'a incité, et notamment je pense à Vatican II, suivi d'Assises. Assises, c'est en fait les rencontres interreligieuses d'Assises, des années 80 avec Jean-Paul II. Donc voilà, prier ensemble tous ceux de toutes les religions et spiritualités. C'est la concrétisation, hein, la représentation concrète de l'œcuménisme indifférentiste dont je parlais tout à l'heure, de Nostra Aetate, donc de Vatican II, Assise. Et alors là, les années 80, ça a été terrible. Ça a été terrible. Entre Vatican II dans les années 60 et surtout dans les années 80, Assise, on peut le voir dans les statistiques, c'est là où les nations en Occident ont le plus apostasié, se sont le plus détournés de Dieu. Mai 68 a aidé aussi, voilà. Et on peut s'apercevoir que en fait, il y a un moteur révolutionnaire, quoi. Voilà. Et que le judaïsme politique est le moteur de cette révolution, malheureusement. Vous voyez ? Donc, oui, il faut s'attendre. Ça serait la conséquence logique, en fait, qu'il y ait une période de châtiment pour les nations, à travers les problèmes sociaux, sociétaux qu'on commence à vivre et qu'on va vivre certainement dans les années à venir. Voilà. L'humanité aura certainement ce qu'elle mérite, malheureusement. On est dans une période de châtiment ou de fin des temps? Peut-être les deux. J'ai bien précisé la résurrection, donc on va peut-être certainement passer par une phase de châtiment avant de... Oui. Est-ce que malgré tout, tu es optimiste? Non. Non, moi, là aujourd'hui, avec ce qui se passe, non. Après, concrètement, par rapport à ce qui va se passer sur le terrain, après, il faut toujours avoir l'espoir, forcément. Hein. Mais, oui. Mais, oui, c'est vrai que tout concorde, à la fois les événements historiques et à la fois la Sainte Écriture. Et la Sainte Écriture prophétique sur la fin des temps,
c'est l'Apocalypse selon Saint Jean. Voilà. Ou encore le message de Notre-Dame à la Salette, qui est une apocalypse mariale, hein, qui rejoint en fait l'Apocalypse. Ce qui doit s'accomplir, s'accomplira. Oui, finalement, oui. Oui. Et nous, il faut essayer de nous en préserver. Par rapport à Fatima, parce qu'on a sauté la question sur la consécration de la Russie. Ah oui, ben pour moi, je trouvais que c'était un effet d'annonce là, et que finalement, elle n'a toujours pas été consacrée hein, par la Russie de Poutine. Hein, parce que bon, Poutine, le sauveur... Bon, je vois le révisionnisme est très sévèrement réprimé en Russie, plus que chez nous. Bon, certes, il y a une autorité, et certes, sur le terrain, il a quand même redressé son pays, Vladimir Poutine. Attention, c'est à mettre à son crédit. Mais j'ai la faiblesse de croire Magaldi qu'il fait partie de la haute maçonnerie internationale, des superloges, la Golden Eurasia, et que il n'y a pas... attendre de lui qu'il soit notre sauveur. Il est italien, Magaldi, ou c'est un américain? Oui, alors Joel Magaldi, au départ, c'est un historien qui, à l'âge de la trentaine, était déjà un haut grade maçonnique au Grand Orient. Mais il s'est mis à dire des vérités sur les milieux affairistes maçonniques en Italie. Une fois, deux fois, trois fois, et ça n'a pas plu. Et bon, il a été rappelé à l'ordre plusieurs fois, et finalement, il a été exclu du Grand Orient. Et il a fondé en 2010 une loge dissidente, le Grand Orient démocratique, tout en restant franc-maçon. Voilà. Tout en étant aussi dans la haute maçonnerie internationale des superloges. Et donc pour se venger de cette maçonnerie, il a donc écrit ce livre maçonnique qu'il avait publié en 2014, qui était ses échanges en fait avec des hauts initiés de différentes nationalités, où il révèle pas mal de choses. Donc c'est intéressant. Voilà. Et c'est intéressant de puiser ces informations chez l'ennemi. Ben oui. Voilà. Et de trier aussi quand même les informations. Mais oui, il y a des informations très, très crédibles, très intéressantes, qui expliquent la politique mondiale en fait. Voilà. Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avez-vous d'autres questions à poser à Johan Nivernet sur le plan politique, maçonnique, judéo-maçonnique? Je crois qu'on va passer à une partie un peu plus d'expérience personnelle, c'est bien ça hein? Oui. Alors la prochaine question qui occupe aussi l'esprit de pas mal de gens, ce sont les déboires dont vous avez été la victime récemment. L'année dernière, vous avez été incarcéré à la prison de la Farlède. Pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu cette incarcération? Et puis aussi, que retenez-vous de cette période de votre vie? Oh, alors ce que je retiens, c'est que j'en ai tiré des enseignements positifs, avec le recul, hein, parce que c'est toujours plus facile de parler maintenant quand j'y étais. Et c'est vrai que sur le moment, je ne tenais pas ce discours-là. Mais aujourd'hui, j'en retiens des enseignements très positifs. J'ai perdu peut-être de la liberté, bien sûr, l'année dernière, pendant quasiment une année. Mais j'ai quand même beaucoup gagné, quoi. J'ai beaucoup gagné humainement, voilà. J'ai été soutenu, j'ai pu voir qui était là, sur qui je pouvais compter, et notamment des gens qui sont ici ce soir. Et j'ai pu voir aussi qui m'avait lâché, quoi, aussi, il faut le dire, hein, voilà. Qui, par son silence, avait donné du crédit, en fait, à la propagande mensongère des médias mainstream. Et on va les citer. La presse locale, Var Matin, Charlie Hebdo, Conspiracy Watch, balance son antisémite. Bon voilà, vous vous doutez les liens entre ces différents médias, quoi, ceux qui lisent ces différents médias. Et donc, bon voilà, ouais, faut le dire, j'ai été lâché. Et donc, je trouve ça bien, puisque au moins, j'ai pu faire le tri. Et j'ai pu savoir sur qui je pouvais compter, qui était là, qui ne l'est pas, qui sont de vrais amis, qui sont de faux amis, et avec qui avancer. Et maintenant, ça y est, ça s'est passé en 2021. Maintenant, c'est derrière moi. Et maintenant, voilà, il faut avancer dans son travail. Voilà. Dans la partie positive que vous retirez de cette période de votre vie, l'expérience carcérale, c'est-à-dire les relations avec les autres détenus et le monde des gardiens de prison, qu'est-ce que ça
eu comme incidence sur votre vie pendant votre incarcération, et quel est ce que vous en retirez de positif? Alors, il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que c'est important de savoir s'adapter à toutes les situations et aussi de savoir s'adapter rapidement à n'importe quelle situation. J'ai appris ça l'année dernière. Ça, c'est important. Et votre foi? Et oui, forcément. Et j'ai appris qu'il fallait être un peu plus prudent que ça aussi, parce qu'il y avait des endroits où il ne fallait pas être, tout simplement. Voilà, il y a des gens à qui il ne faut même pas parler. Voilà, il faut faire très, très, très attention. Mais encore aujourd'hui, c'est pas fini. Hein, j'ai un sursis probatoire qui court sur 2 ans, donc faut encore que je fasse très attention, quoi. C'est pas gagné. Attention à quoi? Mais, à ne pas dire certaines choses? je vous donne un exemple tout bête. Moi, j'habite La Valette. Je sors de chez moi à 150 mètres à gauche, ça y est. Je suis à Toulon et on me mène directement en prison. C'est un exemple tout bête. Où, voilà, il y a des gens, s'ils me contactent, il ne faut même pas du tout que je leur réponde. Il faut que je fasse très, très attention à tout, quoi. Voilà. Tous les rendez-vous que j'ai des obligations à remplir. Et si je ne remplis pas une de ces obligations, c'est le retour à la caisse prison. Et ce, sur 2 ans. Avec donc bracelet, au monsieur en GPS, etc. etc. Aujourd'hui, par exemple, concrètement, je n'ai pas pu venir en train, j'ai dû venir en voiture. Parce que je n'ai pas pu prendre le train à Toulon. Bon, voilà, donc il y a des contraintes. Bon. Mais ce qui est rien. Parce que quand on a été enfermé sans voir ses enfants, c'est rien d'avoir ce genre de contraintes, vous voyez. Mais il faut faire attention. Et donc, on apprend à être prudent. Parce que par le passé, surtout quand on est jeune, on fait n'importe quoi, on n'est pas forcément prudent, vous voyez. Et là, on se dit, il faut l'être maintenant. Quand on est dans le collimateur, il faut vraiment être prudent. Bon. Est-ce que vous vous êtes senti comme Saint-Paul en prison? En garde à vue, je me doutais fortement que j'allais y finir. J'ai eu plusieurs gardes à vue. Bon, j'expliquerai tout ça. Là, en fait, c'est vrai que j'ai pensé en fait à l'agonie de Jésus quand il sait qu'il va être trahi et il sait qu'il va être crucifié. Et là, toute proportion gardée, parce que bon, moi, c'est pas le cas, hein, toute proportion gardée. En fait, on est là, on est enfermé dans 2 mètres carrés, dans la crasse, sans rien, avec un verre d'eau pendant 48 heures. Et on sait qu'on va se faire flinguer dans un tribunal et qu'on va finir derrière les barreaux. Alors que non seulement c'est pas moi qui ai agressé, mais c'est moi qui ai été agressé. Hein. Et c'est sûr que. Et puis on a l'impression, moi j'ai eu cette impression d'être délaissé parce que j'avais aucune nouvelle de l'extérieur. Et donc, oui. Ouais, je vais pas mentir. Hein, premier temps. C'est compliqué d'être blanc en prison. Voilà. Alors au début, quand un ami à moi me disait toi encore, oui, ça va, comme il y a beaucoup d'Arabes, donc tu as l'étiquette d'antisioniste, donc ils ont dû avoir de la sympathie pour toi. Ouais, mais en fait, c'est pas du tout comme ça. Parce que les Maghrébins qu'il y avait en prison, c'est pas vous ou vous. C'est des jeunes de quartier qui raisonnent fric, qui sont dans les stupes pour l'écrasante majorité, et qui me voient comme un blanc qui fait du sport, qui a une 40aine d'années, et qui fume pas du shit comme eux. Voilà, t'as une feuille, ben non, c'est réglé, moi je fais du sport, voilà, j'ai 20 ans de plus que toi, moi je suis blanc, toi t'es des quartiers les plus coupe-gorge qui existent, hein, à Toulon et Marseille en fait, c'était ça. Et donc on est vu comme un Français de souche, mais après, bon voilà, et puis après on n'a rien à voir en fait, et on va vers ceux qui nous correspondent. Mais ceux qui nous correspondent ne sont pas forcément de la même ethnie. Moi j'avais un pote tchadien, un pote arabe avec moi, et j'étais pote aussi copain avec les Corses, parce qu'on faisait du sport, et parce que voilà, c'était des gens avec qui on pouvait discuter, voilà, et puis qu'on était sportifs. Puis il y a ceux, c'est les fumeurs de shit, les jeunes, tous maigrichons dans leur coin, voilà. Il y a ceux qui ne sont pas français aussi, hein, qui parlent quasiment pas français, qui se regroupent entre eux, voilà, aussi. Il y a quelques anciens aussi, il y a ceux qui sont jeunes, bon, voilà, il y a ceux-là. Puis il y a ceux qui sortent pas aussi, parce qu'ils ont peur, parce que c'est vraiment la jungle,
parce qu'il y a souvent de la violence. Mais là, l'insécurité, oui. On peut vraiment parler d'insécurité, là, oui. Donc, voilà, oui. C'est vrai qu'il faut faire très attention. Comment ? Tu disais qu'il y a du shit qui tourne, etc. Est-ce que c'est pas un business directement lié à la prison ? Dans la prison ou en dehors ? Dans la prison. Ah oui, oui, oui. Mais ça dépend des prisons. En fait, tout dépend de la politique de l'administration pénitentiaire. D'une maison d'arrêt à une autre, un centre pénitentiaire, on ne va pas appliquer les mêmes choses. Il ne va pas y avoir le même règlement intérieur. Au niveau, factuellement, je parle. Hein. Par rapport à votre expérience, s'il y avait quelque chose que vous ne referiez pas, qu'est-ce que ce serait ? Oh, je sais pas, rien, parce qu'en fait, les erreurs dans la vie, il faut les faire pour qu'on les fasse plus ensuite. Eh oui. Donc les erreurs n'existent pas. Enfin, les erreurs, ou des fois, comment dire, un peu d'inattention, ou un peu de négligence, un peu d'imprudence, voilà. Aller aider pour un déménagement, des choses comme ça, ou fallait pas être à tel endroit, ben on y a été, et la personne elle s'est saisie du truc, et ça y est, ça a eu des conséquences derrière. Voilà, là vous comprenez pas trop parce que vous savez pas tout ce qui s'est passé. Il s'est passé énormément de choses ces dernières années, moi, pour qu'il arrive pour qu'il y ait cette incarcération l'année dernière. Mais oui, des fois on peut être imprudent, faut faire très attention. Il faut faire très attention aussi dans ce milieu-là à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Ah oui. Paradoxalement, est-ce que c'est pas conserver une morale que tu as menée là, en quelque sorte? Conserver le moral. Alors, m'amener ici, aujourd'hui, à Nice, j'y pensais l'année dernière. Il y a des gens ici qui sont venus me voir au parloir, voilà, et qui m'ont écrit. Et je les remercie. Et l'année dernière, en fait, dans ma cellule, je pensais à revenir à la librairie française à Paris et à Nice. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à la librairie française il y a quelques semaines. Et aujourd'hui à Nice. Et je suis content. Nous aussi, on est ravis en tout cas de t'avoir reçu. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Quels sont vos projets d'écriture et de conférences puisque... Oui, j'ai des projets d'écriture. Hein. Je suis très motivé là pour à nouveau travailler. C'était plus le cas après le complot contre Dieu. Enfin, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant. Mais là, j'ai vraiment pour projet... Si Dieu veut, hein, j'espère pouvoir publier au moins 4 ou 5 livres dans les 10-12 années qui viennent, pour plusieurs raisons. Alors déjà, vu que j'ai beaucoup accumulé d'informations, j'ai encore beaucoup à transmettre en information. On a accès à la culture en prison? Oui. Alors j'ai emprunté des livres. Alors j'ai emprunté des livres de Régine Pernoud, sur Richard Cœur de Lion, sur les femmes au temps des croisades. C'était intéressant. Des femmes de croisée, ce qu'elles apportaient. Je trouvais ça bien. Qu'est-ce que j'ai lu aussi? J'ai lu aussi des témoignages de prisonniers. Bon, ça parlait plutôt de la prison elle-même. Qu'est-ce que j'ai lu? Je ne m'en souviens plus. J'en ai lu quelques-uns, oui. J'ai lu aussi La vive flamme d'amour de Saint-Jean-de-la-Croix, qu'on m'avait envoyé. Parce que j'ai reçu pas mal de livres. On m'en envoyait pas mal. Donc j'ai pu en lire certains, mais pas tous. Donc oui, j'ai un peu lu, oui. J'ai fait beaucoup de sport. Non, c'est bien. J'ai importé un peu mon mode de vie de l'extérieur à l'intérieur. Et c'est ce qui a fait que ça remplissait bien mes journées à ce niveau-là. Mais il y a quand même une pression intense et ça a eu des conséquences un peu fâcheuses pour ma santé, hein, je dois l'avouer, l'année dernière. Et donc pour répondre à votre question, j'ai pas fini de transmettre tout ce que j'avais à transmettre sur ce qu'on nous cache, surtout sur l'histoire occulte, aussi sur ce qu'on nous montre, mais plutôt ce qui est intéressant, ce sont des infos inédites sur ce qu'on nous cache. Par exemple, je parlais tout à l'heure des superloges, de la haute maçonnerie internationale. Donc j'ai pas fini, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après cette affaire, pour moi, le journalisme sportif, c'est mort. Je suis grillé. C'est-à-dire que mon ancien journal m'a carrément renié, puisque ma famille a demandé un droit de réponse et ne l'a pas obtenu. Et au contraire, le journal en question
a dit à ma propre mère que je n'ai jamais été journaliste dans ce journal, alors que j'ai la carte de presse de ce journal, et qu'il y a des tas d'articles qui sont en ligne sur Internet, ce qui est quand même assez incroyable. Donc pour moi, le journalisme sportif, c'est terminé et c'est pas plus mal, parce que j'ai fait 18 ans de journalisme sportif et qu'en gros, j'en ai ras-le-bol, ça ne m'intéresse plus. Donc la deuxième chose, c'est pour moi une manière de gagner ma vie, les livres. Et oui. Et la troisième chose qui m'a vraiment remotivé là ces derniers temps, c'est que j'espère publier encore un certain nombre de livres pour que mon fils prenne le relais plus tard. Donc j'en ai déjà parlé et pour l'instant il est d'accord. Donc j'espère que mon fils vendra mes livres plus tard, ça serait bien, j'aimerais bien ça. On aura peut-être tes livres en prison. J'aimerais bien, voilà, à la fin de mes jours, que ce soit lui, voilà, qu'il en parle, qu'il soit fier des livres qu'a publié son père. Mais il faut produire le travail pour ça. Il faut le faire. Monseigneur Lefebvre disait, j'ai transmis ce que j'ai reçu, donc vous voulez transmettre à votre fils. Et oui, voilà, la notion de transmission est très importante. Très très importante. Transmission d'informations, transmission d'analyse, transmission de son expérience, transmission des préceptes de la foi chrétienne, et puis transmission générationnelle en l'occurrence. Et voilà, moi j'aimerais bien. Voilà. Puis peut-être ce ne sera pas le cas, hein, tant pis. Voilà. Mais j'aimerais bien ça. Et il n'a même pas 9 ans. Ah oui, il est vraiment tout petit. Hein. Mais il est déjà d'accord. Et oui. Ben parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Je ne l'ai pas vu pendant 14 mois. Hein. Donc la transmission. Je crois que ça ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tapé mon nom et qu'il me suivait sur Internet. Voilà. Et ça serait bien que mon fils en soit fier et prenne le relais plus tard. Et jusqu'à maintenant, j'ai pu constater que ça produit de bons fruits. Puisque des gens, parmi mes lecteurs ou des gens qui m'écoutent dans les vidéos, ont pu renouer avec la foi catholique, ou ont régularisé leur situation. Il y a eu un éveil des consciences, il y a des gens qui se sont convertis, il y a eu des effets positifs, je trouve. Donc, je trouve ça bien, quoi. Voilà, c'est une fierté, un peu. C'est vrai que, justement, rebondir là-dessus, vous êtes une figure de proue du célibacantisme depuis 7 ans sur Internet. Vous avez suscité pas mal de conversions. Est-ce que vous pourriez expliquer rapidement un éventuel futur converti ou néo-converti, la différence entre la tradition et le célibacantisme, voilà, selon votre définition? Le catholique qui a un positionnement cédébacantiste, c'est-à-dire non unacum, on va dire, hein, qui n'est pas en union avec Bergoglio, le dirigeant de l'Église conciliaire. D'accord ? Ce catholique-là qui adopte cette position est un catholique de tradition. Sauf que le catholique non unacum, c'est une réaction au sein de la tradition. La tradition à la base, la réaction traditionnaliste, c'est celle de la Fraternité Sapidis dans les années 90 avec Monseigneur Lefebvre, qui est aujourd'hui dirigé par Monseigneur Bernard Fellet. D'accord ? Mais que ce soit un catholique qui est infidèle de la Fraternité Sapidis ou un catholique qui est infidèle non unacum, les deux vont être catholiques de tradition. Sauf qu'il y en a un qui va aller à une messe non unacum, l'autre qui va aller à une messe unacum. Voilà. Mais il y a des catholiques qui ne sont pas en union avec Bergoglio, qui vont quand même aux messes unacum de la Fraternité Sapidis, et moi même ça m'arrive, tout simplement parce que des fois il n'y a pas toujours la messe non unacum à côté de chez nous. Vous en avez une ici, voilà. Donc, avec Don Minutella, elle est en latin, donc vous pouvez la suivre. Don Minutella. Oui. Oui, je vous en parlerai tout à l'heure. D'accord. Donc voilà la distinction entre les deux. Souvent on fait ce qu'on peut aujourd'hui et pas forcément ce qu'on veut. Et autour de moi, j'ai des non-unacum qui sont non-unacum exclusifs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à la messe le dimanche de la Fraternité Sapidis, sinon rien d'autre. Moi je ne suis pas comme ça. Il faut dire aussi que j'ai des enfants
et que je préfère qu'ils aillent à la Fraternité Saint-Pédis le dimanche, qu'ils confessent, qu'ils communient. Et bon, ben, je le dis, je dois être peut-être le seul en France à le faire, mais au moment du canon de la messe, je sors. Je sors et je reviens. Alors les gens autour ne comprennent pas. Voilà. Mais voilà, on a des convictions, on n'en a pas, on fait ce qu'on peut. Dans l'absolu, c'est vrai que c'est mieux d'aller à une messe non nacum, forcément. Mais après, c'est pas non plus une offense à Dieu que d'aller à une messe de la Fraternité Saint-Pédis. Voilà. Voilà mon avis sur la question. Eh bien, je crois qu'on en est à plus d'1h30 d'entretien. Joanne Nivernette, merci infiniment d'être venue à notre invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie et voilà, je tenais à dire que vous ne pouvez pas mieux me recevoir à chaque fois que vous me recevez. Ça dure maintenant depuis un moment. Hein. Ceux qui étaient là en 2013 déjà, quand j'étais venu avec Marion Sigaud, après en 2015, 2017 c'était pour la franc-maçonnerie. Bon voilà, à chaque fois je suis très bien reçu, donc il n'y a aucune raison. Donc non, faut remettre les choses à leur place. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Eh ben, on est ravis. Je rappelle vos 3 derniers ouvrages. Le complot contre Dieu, une loge maçonnique dirige le Vatican et la franc-maçonnerie 300 ans d'imposture. Si vous voulez bien vous joindre à moi pour applaudir notre invité.